Vendredi 25 octobre. Cette discussion est également l'occasion d'évoquer le sujet des nouvelles ressources propres de l'Union. C'est pourquoi j'ai souhaité que des représentants de la Commission européenne participent à notre discussion. Et donc je remercie monsieur Eric Van Bregstraat, qui est directeur en charge des recettes et cadre financier pluriannuel, et madame Emmanuelle Minsan, qui est chef d'unité en charge des politiques de revenus et des nouvelles ressources propres, de leur présence à distance depuis Bruxelles, puisque vous êtes dans une période budgétaire aussi qui est contrainte, et donc l'aller-retour n'était pas forcément aisé. Donc merci infiniment pour votre présence à nos côtés ce jour. Je vous propose que notre collègue entame la discussion, et puis nous aurons ensuite les représentants de la Commission à distance depuis Bruxelles. Un dernier mot sur l'organisation de nos débats de ce jour. Vous savez que pour cette nouvelle législature, le bureau a décidé de limiter les durées des interventions à 2 minutes 30 par orateur de groupe. Précédemment, c'était 3 minutes. Donc c'est 2 minutes 30 par orateur de groupe et 1 minute pour les autres. Et puis de mettre en place la règle dite du tourniquet qui permet d'alterner les prises de parole des différents groupes politiques de sorte à ce que personne ne soit lésé. Et puis vous aurez les uns et les autres 2 minutes 30 aussi pour répondre aux questions. Voilà le temps qui vous sera imparti. Donc voilà, maintenant que les règles sont fixées et que le cadre est planté, je cède tout de suite la parole à notre collègue. Merci Monsieur le Président, chers collègues. Comme vous l'avez rappelé, notre commission a l'habitude d'examiner tous les ans le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne, PSR-UE en jargon, qui fait l'objet d'un vote lors de l'examen des lois de finances. Après vous avoir exposé les éléments strictement financiers, je profiterai de cette réunion pour aborder les grands défis qui se posent au budget européen alors que doit s'ouvrir la préparation du cadre financier pluriannuel pour la période 2028-2034. Commençons par un rappel. Le budget de l'Union européenne est financé par 4 types de ressources propres. Les ressources propres traditionnelles qui constituent les droits de douane, la ressource assise sur une assiette harmonisée de TVA, la nouvelle contribution fondée sur les emballages plastiques non recyclés, et la contribution fondée sur le revenu national brut des États selon une clé de répartition qui assure l'équilibre du budget européen. Ces 3 dernières ressources sont des contributions nationales qui représentent plus des 3 quarts du financement de l'Union européenne. En France, elle prend la forme d'un prélèvement sur recettes qui est évalué à 23,3 milliards d'euros pour l'année 2025. Nous entrerons bientôt dans la 5e annuité du cadre financier pluriannuel actuel, donc qui était pour les années 2021-2027, et conjugué au plan de relance Next Generation EU de 750 milliards d'euros, ce budget de long terme a permis à l'Union européenne de se doter d'une capacité budgétaire sans précédent de près de 2% du revenu national brut des 27 États membres pour faire face aux graves conséquences économiques et sociales de la crise Covid et donc soutenir aussi la reprise et la relance. De manière inédite, ce plan a été financé par l'émission d'une dette commune sur les marchés, marquant une étape historique dans la construction européenne. Malgré ces moyens ambitieux, le CFP a dû être renforcé en 2024 pour répondre aux défis imprévus qui ont accentué la pression sur le budget européen, qu'il s'agisse de la guerre d'agression de la Russie en Ukraine, de la crise énergétique, de l'inflation ou de la hausse des taux d'intérêt. Le Conseil et le Parlement européen se sont finalement accordés pour prévoir 64,6 milliards d'euros de crédits supplémentaires, dont 50 milliards d'euros au titre de la facilité pour l'Ukraine. Ce nouvel instrument, doté de 17 milliards d'euros de subventions et 33 milliards d'euros de prêts, permet à l'Union de réaffirmer sa solidarité envers l'Ukraine et de lui apporter une aide prévisible et durable au service de sa reconstruction. En 2023, il faut le rappeler, la France était la première bénéficiaire en volume des dépenses de l'Union européenne qui représentait 16,6 milliards d'euros, dont principalement la politique agricole commune et de très loin, et il faut le rappeler, dont la France est la première bénéficiaire en volume avec 9,5 milliards d'euros, 2,3 milliards d'euros pour les fonds de la politique de cohésion, 2,7 milliards d'euros pour les politiques de compétitivité, notamment les fonds InvestEU et Horizon Europe, et 500 millions d'euros de dépenses administratives pour les diverses institutions et agences européennes situées en France, en particulier le Parlement européen de Strasbourg. S'y ajoutent 40 milliards d'euros au titre de la facilité pour la reprise et la résilience, dont la France est le 3e bénéficiaire. Ces financements ont directement alimenté le plan de relance français, France Relance, ce qui a permis leur utilisation rapide et efficace, faisant de la France le premier pays en termes de décaissement. Et donc ça, c'est une donnée
importante à savoir d'ailleurs, qui ne tourne pas assez, je trouve. En juin 2024, 75% des fonds européens de la relance avaient déjà été versés en France, contre une moyenne à peu près de 1 tiers au niveau de l'Union européenne, ce qui veut dire qu'en fait la France est de très loin le pays de l'Union qui a optimisé l'utilisation et le décaissement des fonds du plan de relance européen. S'ils sont importants, les retours de l'Union européenne pourraient être améliorés en mobilisant notamment mieux les fonds européens en gestion directe. Il y a eu un rapport de la Cour des comptes à ce sujet, en particulier Horizon Europe dans le domaine de la science et de la recherche, où franchement là, nos opérateurs nationaux pourraient faire un peu mieux. Ces financements gagneraient également à être rendus plus visibles par une communication plus transparente, systématique et claire des conseils régionaux sur la provenance européenne des fonds qu'elles utilisent, à même de valoriser l'action de l'Union dans tous les territoires. Comme je l'ai dit tout à l'heure, le niveau de la contribution française pour l'année 2025 va s'élever à 23,3 milliards d'euros, soit 17% des ressources propres de l'Union, ce qui confirme le rôle essentiel de notre pays dans le fonctionnement de l'Union européenne. Le PSR va connaître une nette progression et a déjà connu depuis plusieurs années une nette progression pour compenser notamment le départ du Royaume-Uni, qui était le deuxième contributeur net au budget européen. Elle a ainsi atteint 26,4 milliards d'euros en 2021 et était supposée se stabiliser à ce niveau. Par contre, juste, chers collègues, faire une présentation si tout le monde parle, franchement, c'est pas possible. Je suis désolé de le dire comme ça, mais non, mais c'était déjà le cas sous la précédente législature. Donc soit on fait des présentations, on s'écoute, sinon, désolé. Donc je le disais que le niveau de la contribution française va s'élever à 23,3 milliards d'euros pour l'année 2025. Et donc qui est en hausse et qui va être en hausse, notamment pour compenser le départ du Royaume-Uni de l'Union européenne. Et il va y avoir une augmentation importante en 2025 parce qu'au cours des dernières années, il y a eu une exécution inférieure au cours des 3 dernières années en raison de facteurs conjoncturels. Le ressaut des droits de douane lié à la reprise du commerce international qui réduit mécaniquement le montant des contributions nationales, la sous-exécution des politiques de cohésion et également de la politique agricole commune, qui ont donc entraîné une baisse des besoins de paiement. Mais tout ça va être rattrapé puisque nous arrivons à la fin du cadre financier actuel. Et c'est un élément qu'il faut donc avoir en tête et qui va aussi jouer nécessairement sur l'équilibre de nos finances publiques nationales. C'est bien pour ça que ce débat a lieu dans le cadre de l'examen des lois de finances. Je voulais aussi dire que sur un débat politique très traditionnel, mais que nous aurons, j'imagine, les bénéfices de l'intégration européenne dépassent largement les dépenses de l'Union et dépassent largement les retours budgétaires que j'ai cités avant, puisque le calcul du fameux solde net et du taux de retour ne tient pas compte de tous les bienfaits de l'Union européenne. Il y a notamment eu des études de la Commission européenne qui estiment à 124 milliards d'euros les bénéfices du marché unique pour la France grâce à la réduction des obstacles aux échanges, l'augmentation de la concurrence et la hausse de la productivité qui en résulte. Plus récemment, le plan de relance Next Generation EU s'est traduit par une hausse de la croissance allant de 0,1 à 1 point de PIB rien que pour la France, qui s'explique notamment par les effets d'entraînement entre les différents pays. L'Union européenne, ce sont aussi des avantages non monétaires qui revêtent une importance capitale pour nos concitoyens en termes de qualité de vie, la liberté de circulation, des normes protectrices en matière de droits fondamentaux, d'état de droit, de protection du consommateur, de liberté économique. On peut également citer les bienfaits du plan Erasmus. À compter de 2028, l'Union devra s'acquitter du remboursement des emprunts du plan de relance Next Generation EU, qui représentera plus de 25 milliards d'euros par an avec les intérêts. Si l'accord entre le Parlement européen, le Conseil et la Commission prévoyait qu'il serait entièrement couvert par l'introduction de nouvelles ressources propres, selon un calendrier déterminé, aucune, à ce stade, n'a vu le jour et je le déplore un petit peu. En l'absence de nouvelles ressources, les institutions européennes seront donc placées face à l'alternative suivante,
soit augmenter la ressource RNB, revenu national brut, pour maintenir la capacité budgétaire actuelle, donc augmenter la contribution des États, pour le dire simplement, ou diminuer la taille des programmes européens. Il faut donc, à mon sens, moi qui suis plutôt un pro-européen, impérativement faire aboutir des discussions relatives aux nouvelles ressources propres, et donc il est à date envisagé d'introduire 4 ressources qui sont directement liées aux compétences ou aux ambitions de l'Union européenne. Les 2 premières s'inscriraient dans le cadre des objectifs de décarbonation de l'Union à l'horizon 2030. Elles consisteraient à reverser au budget européen 75% des revenus générés par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières et 30% des recettes provenant du système d'échange de quotas d'émissions qui devrait être renforcé par la diminution progressive du nombre de quotas sur le premier marché et la mise en place d'un second marché carbone spécifique aux bâtiments et aux transports routiers. Les 2 autres ressources reposeraient sur le secteur des entreprises, qui revêt une dimension européenne incontestable en raison de l'existence d'un marché unique. L'Union pourrait percevoir les produits du premier pilier de l'accord OCDE et du G20, en vertu duquel une partie des droits d'imposition des grandes multinationales seront réattribués aux États dans lesquels elles réalisent leurs bénéfices. Et s'ajouterait aussi une ressource statistique temporaire qui serait calculée sur l'excédent brut d'exploitation et qui serait reversée par les États membres en attendant l'adoption du cadre harmonisé pour l'imposition des entreprises prévu par l'initiative BEFIT présentée par la Commission européenne l'année dernière. Au total, ce qu'il faut retenir, c'est que ces nouvelles ressources propres pourraient, et je le mets au conditionnel, abonder le budget européen de près de 40 milliards d'euros à compter de 2028 et donc largement couvrir les besoins de remboursement du plan de relance et de financer aussi de nouvelles priorités de l'Union européenne sans accentuer la pression fiscale sur les ménages et les entreprises. Mais les nouvelles ressources propres ne pourront être adoptées que si elles obtiennent l'unanimité des 27 États membres et près de 3 ans après l'ouverture des discussions sous présidence française du Conseil de l'Union européenne. Les discussions techniques sont toujours en cours et je terminerai en disant que de mon point de vue, il faudrait que ces discussions désormais aboutissent rapidement. Merci à tous. Bien, merci beaucoup, chers collègues, pour votre présentation. Avant d'en venir aux orateurs de groupe, je voudrais donner la parole aux représentants de la Commission européenne. En fonction de la manière dont vous êtes organisé, je ne sais pas qui souhaite prendre la parole, Monsieur Van Bextra ou Madame Vincent. Oui, bonjour à tous et merci Monsieur le Président. Nous prenons bonne note de cette communication que nous soutenons tout à fait. Nous avons fait les propositions en 2023 de ce qu'on appelle notre deuxième paquet ressources propres, conformément à nos engagements pris dans l'accord interinstitutionnel. Nous sommes même venus 1 an avant ce qui nous était demandé, puisque l'accord interinstitutionnel demandait à ce que l'on fasse des propositions en 2024. Nous espérions des progrès sous présidence belge et espagnole, et malgré une ambition affichée de la présidence espagnole, fort a été de constater qu'il n'y avait pas d'appétit de la part des États membres de s'engager avant les discussions sur le cadre financier pluriannuel. Donc pour l'instant, ce que je pourrais dire, c'est que nous avons soutenu les discussions techniques au Conseil dans un groupe de travail technique en produisant des fiches pour clarifier un petit peu toutes les demandes des États membres sur les calculs, les hypothèses, etc. envisagées. La présidence actuelle hongroise n'a pas souhaité continuer ces débats et nous attendons maintenant que la présidence polonaise nous donne des éléments sur leurs intentions à partir de janvier 2025. Merci beaucoup. J'en viens maintenant aux orateurs de groupe, à moins que M. Van Bextra vouliez ajouter quelque chose. Non, rien à ajouter de mon part, merci. Très bien, merci beaucoup. Donc, nous en venons aux orateurs de groupe, en commençant par Manon Bouquin pour le groupe Rassemblement National et pour 2 minutes 30. Merci. Monsieur le Président, chers collègues, chers invités, la France traverse une crise budgétaire grave. Les moyens alloués aux hôpitaux sont sabrés, le gouvernement supprime des postes de professeurs et les gendarmeries ne peuvent plus payer leur loyer.
Et pourtant, pour 2025, l'Union européenne prélèvera 23,3 milliards d'euros sur les recettes de la France pour son fonctionnement. C'est 1,7 milliard de plus que cette année, soit une augmentation de 7%. L'Union européenne s'approprie toujours plus de compétences au détriment de la souveraineté des États. Et pour financer cette boulimie impérialiste, elle a eu recours à l'emprunt. Depuis 2020, les vannes de la dette publique de l'Union sont grandes ouvertes. C'est plus de 300 milliards de dettes pour emprunt, sans compter la dette des institutions européennes. Et en 2026, on comptera plus de 1000 milliards d'euros. Fatalement, comme l'Union ne peut pas mentir indéfiniment, la solution trouvée, ce sont de nouvelles ressources propres, qu'en bon français, on appelle impôts ou taxes. Pour résumer, l'Union européenne empiète sur la compétence des États et a donc besoin de plus de moyens. Et pour financer cela, elle fait des emprunts qui seront remboursés par les États membres et cherche à créer un impôt européen pour accomplir un saut fédéral supplémentaire en dehors de tout cadre démocratique. Au final, ce sont encore les États qui vont payer pour des compétences qu'on leur subtilise petit à petit et très souvent, dans le cas de la France, à son détriment exclusif. L'Union européenne doit cesser d'augmenter son budget. La France s'impose des restrictions budgétaires, l'Union doit en faire de même. Nous ne pouvons pas continuer à financer des compétences hors mandat ou des politiques d'élargissement. Il est grand temps que la Commission européenne retire sa main de la poche des Français. Je vous remercie. Merci, chers collègues. Vous coupez votre micro. Merci. Je ne suis pas surpris, je vais juste vous répondre sur 2 points. Donc, effectivement, le prélèvement sur recette est en hausse. C'est un élément qui doit être connu. Alors, vous le déplorez, mais c'est cohérent avec votre philosophie politique, puisque vous êtes contre la construction européenne. Je tiens quand même à rappeler que si le Royaume-Uni n'était pas sorti de l'Union, nous aurions eu un partage des dépenses qui auraient été plus larges et donc il y aurait eu moins de hausse. Donc on paye aussi le Brexit. Je pense que c'est important pour le Rassemblement national de bien avoir ça en tête. On paye concrètement le Brexit avec la hausse du PSR. Sur l'emprunt européen, je vous dirais 2 choses. S'il n'y avait pas eu cet emprunt européen, les États membres n'auraient jamais pu individuellement lever un tel montant sur les marchés et à de telles conditions. Donc sans cet emprunt, ça aurait été simplement un effondrement des économies européennes, un effondrement des économies des États membres. Et puis ça aurait été aussi des coûts supérieurs pour rembourser les emprunts. Et sur le caractère non démocratique de cet emprunt, moi je le conteste formellement. Ça a été une décision des États membres. Une négociation très rude, notamment entre traditionnellement les pays du Nord et les pays du Sud, entre la France et l'Allemagne, etc. Mais au final, il y a eu un accord des États, et dans le système européen, ce sont bien les États qui sont les entités les plus légitimes, puisque nous sommes tous des démocraties, et donc elles émanent du suffrage universel. Et je n'ai pas souvenir d'ailleurs qu'à l'époque, certains des gouvernements qui sont plus proches de vos idées, je pense par exemple à la Hongrie de M. Orbán, se soient opposés à cet emprunt. Donc il est un peu étonnant que vous le dénonciez. Merci. La parole est à Constance Le Grip pour le groupe Ensemble pour la République et pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Je tiens tout d'abord au préalable à réaffirmer l'engagement européen fort, constant, persévérant du groupe Ensemble pour la République, conscient que nous sommes de notre responsabilité, de notre mission historique en tant que pays fondateur de l'Union européenne, toujours acteur majeur sur la scène européenne. Et donc nous voterons en faveur de l'article 40 du projet de loi de finances pour 2025, qui fixe le montant de notre contribution, qui, ça a été fort bien dit par le rapporteur, que je remercie pour la précision et la qualité de sa communication, et est en augmentation en raison du Brexit et du retrait du Royaume-Uni qui ne paye presque plus. Notre pays demeure aussi toujours, même s'il est devenu second contributeur net, second bénéficiaire en volume du budget européen, derrière la Pologne, et toujours premier bénéficiaire en volume de la politique agricole commune.
Dans le même temps, donc, la contribution française représente 17% du budget de l'Union européenne. C'est en progression, certes, pour les raisons qu'on a dites, mais ça reste loin derrière les 23% que représente le montant de la contribution allemande. Et puis, comme l'a dit Charles Ziethenstoel, les retours de l'appartenance à l'Union européenne, au marché intérieur européen, sont aisément quantifiables et ils dépassent largement les retours purement budgétaires. Dans son rapport d'avril 23, la Cour des comptes avait d'ailleurs identifié les marges d'amélioration des retours budgétaires pour les finances françaises. Et il y a donc là des marges d'amélioration, y compris sur un plan, je dirais, purement budgétaire. Je voulais redire également que nous sommes parfaitement conscients que, compte tenu de tout ce qui a été enclenché depuis les diverses crises que l'Union européenne, que nos pays européens ont traversées ensemble, il nous faut, et dans le cadre de la négociation et de la préparation du prochain cadre financier pluriannuel qui démarrera à compter de 2028, nous attaquer sérieusement à l'augmentation des ressources propres. Nous ne pouvons plus faire reposer essentiellement le budget de l'Union européenne sur les contributions nationales. Et nous devons nous poser un certain nombre de questions à cet égard. Ce modèle qui a pu être performant atteint clairement ses limites. Cette dépendance excessive aux contributions nationales qui a longtemps préoccupé le Parlement européen est maintenant clairement identifiée comme assez toxique. Et donc nous soutenons les différentes pistes de ressources propres nouvelles qui sont présentées par la Commission européenne. Et comme Charles Ziethenstoel, nous espérons vivement qu'un accord politique définitif puisse être conclu en la matière. Merci. Merci beaucoup, chers collègues. Merci, cher collègue Constance Le Grip. Sur le rapport de la Cour des comptes que vous avez cité, je l'ai dit rapidement dans ma communication, mais il y a des choses à retenir, et je pense que c'est de bonne politique d'ailleurs que tous les parlementaires, quelle que soit notre sensibilité, nous l'ayons. De façon très schématique, on a été vraiment excellents en France, les meilleurs d'Europe, pour aller chercher l'argent du plan de relance. Vraiment très 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 bon. Et le point de faiblesse, alors c'est pas directement lié au plan de relance, ce sont les programmes européens dans la science, la recherche. Voilà. Donc les opérateurs français universitaires et de recherche peuvent s'améliorer dans la capacité à aller chercher des financements européens. Alors ça demande aussi beaucoup d'ingénierie. Hein. Donc en fait, il faut monter des programmes, c'est pas simple. Mais c'est honnêtement, je pense, une des choses qu'il faut savoir et qu'il faut faire savoir, que nous dirons aussi à la Commission des finances. Le hasard fait que je suis rapporteur des crédits de l'enseignement supérieur. Donc c'est aussi des messages qu'on va continuer à porter auprès du ministère de l'enseignement supérieur, et il faut que ce message infuse. Il y a de l'argent à chercher dans les programmes européens en matière de science, en matière de recherche. Et là, en France, on doit faire mieux. Merci beaucoup. La parole est à Pierre Pribétil pour le groupe socialiste et apparenté pour 2 minutes 30. Monsieur le Président, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues, nous discutons aujourd'hui d'une disposition cruciale pour le projet de loi de finances 2025, à savoir le prélèvement sur recettes de la France au profit de l'Union européenne. 23,3 milliards d'euros, vous l'avez rappelé, en hausse par rapport à 2024. Cette contribution en hausse bénéficiera avant tout à la solidarité, notamment avec un soutien à hauteur de 33 milliards d'euros concernant ce qu'on appelle les facilités pour l'Ukraine, mais également à la poursuite du plan de relance européen, baptisé Next Generation EU, en réponse à la crise économique et liée, nous le savons, à la pandémie du Covid. Je tiens, au nom des socialistes, à rappeler l'importance de cette solidarité, de cette contribution, qui, loin d'être une simple charge, doit être vue comme l'incarnation d'un engagement solidaire envers une Europe plus unie, plus forte, plus juste. Prélèvement sur recettes qui constitue un levier indispensable pour financer toutes nos politiques communes européennes. Transition écologique, agriculture, cohésion sociale, soutien aux régions les plus vulnérables. Naturellement est posé le problème des ressources propres et de son débat. Et il faudra sans doute avoir ce débat et avancer et sortir simplement de ces 13% concernant les ressources propres. Je le dis avec force, il ne s'agit pas ici de céder à une partie de notre souveraineté, mais de partager nos ressources communes pour bâtir une Europe qui protège, une Europe qui investit, une Europe qui incarne des valeurs. Les bénéfices, nous les retirons à cette appartenance
Et je redirais notamment, par exemple, pour ce qui concerne l'industrie des semi-conducteurs, sans Chip European Act, il n'y aurait pas eu ce plan de création de méga-fab qui va nous permettre de sortir de la dépendance des semi-conducteurs envers d'autres continents. La France, second contributeur net au budget de l'Union, est aussi le second bénéficiaire en volume concernant le budget. Je redirais aussi que la PAC nous bénéficie et sans doute faut-il aller vers un autre modèle, celui proposé sur l'agroécologie, et c'est dans cet esprit qu'il faudra sans doute faire évoluer les pratiques. Refuser ce prélèvement, c'est affaiblir notre union. Nous sommes favorables et nous voterons en conséquence pour cet article, convaincus que l'avenir de notre pays passe par un engagement, un budget de solidarité résolu et solidaire au sein de l'Union européenne. Notre pays doit être à la hauteur de nos ambitions européennes. Merci beaucoup. Merci, chers collègues. Je réagirai sur 2 points. Vous avez cité le programme sur les semi-conducteurs. J'approuve, je valide, j'applaudis. Je citerai aussi celui sur les batteries électriques, qui est dans le même ordre d'idées, qui a été initié par des États membres, la France et l'Allemagne particulièrement, Peter Altmaier et Bruno Le Maire, les anciens ministres de l'économie, mais qui ensuite, et les constructeurs automobiles, il ne faut pas les oublier, et qui ensuite a pris vraiment une dimension européenne parce qu'il y a eu des programmes et des financements européens très très forts, enfin des aides d'État. Voilà. Donc dans le même ordre d'idées, et on aurait eu beaucoup plus de mal à faire ça au niveau stricto sensu national. Vous citez aussi la politique agricole commune. Ça aurait pu être une réponse que j'apporte avant au Rassemblement national. Nous sommes le premier bénéficiaire, et de très loin, de la politique agricole commune. Et ce sont, selon les années, 8 à 9 milliards d'euros qui sont sanctuarisés, protégés en réalité pour nos agriculteurs. Après, il y a le débat sur le fond de la PAC, l'évolution de la PAC, etc. On y reviendra d'ailleurs très prochainement à l'Assemblée lors de la loi d'orientation agricole. Mais c'est en tout cas une politique sur laquelle l'Union européenne a fait la démonstration de son efficacité, et nous n'aurions pas les mêmes leviers budgétaires si nous avions une politique agricole strictement nationale. Merci beaucoup. Pour le groupe écologiste et social, je passe la parole à Benoît Biteau pour 2 minutes 30. Merci, Monsieur le Président. Avant de vous poser question sur votre présentation, souligner qu'on a vécu quand même un moment inédit avec ce budget solidaire à l'occasion du Covid. C'est sans précédent. Et donc, c'est aussi ça, alimenter les fonds et les crédits de l'Union européenne, c'est essayer de construire des logiques de solidarité entre les États membres. Et il me semble que c'est l'ADN de la construction de l'Union européenne. Ensuite, on vient de parler d'agriculture, c'est effectivement essentiel, et c'est un retour sur dotation qui est quand même considérable pour la France. La France capte, alors que nous sommes 27 États membres, 1/6 de l'enveloppe de la PAC. C'est dire le poids de la France sur le sujet agricole dans le budget de l'Union européenne. Ça ne nous exonère pas de repenser la façon dont on distribue les aides publiques de la PAC, et notamment, peut-être, on parle d'agroécologie, faire en sorte que les paiements de la PAC s'inscrivent dans des logiques de paiement pour services écosystémiques, de paiement pour services rendus, alors qu'on a rendez-vous avec l'histoire sur le sujet du climat, sur le sujet de la biodiversité et sur le sujet de la santé. On voit bien les répercussions que peuvent avoir certaines pratiques agricoles sur la santé de nos concitoyens. Le sujet aussi des ressources propres, c'est un sujet fondamental au moment où on parle de la contribution d'un pays comme la France dans le budget européen. Il ne s'agit pas uniquement d'essayer de trouver le moyen de faire des économies dans la façon dont on alimente le budget de l'Union européenne. Il s'agit de faire en sorte que l'Union européenne ait les coudées plus franches parce qu'il y a des ressources propres, et qu'on sorte de cette logique thatchérienne de « I want my money back », État membre par État membre, qui consiste à dire « je veux récupérer ma dotation via des politiques européennes ». Donc si on avançait sur des ressources propres, on pourrait avancer sur d'autres logiques que cette logique thatchérienne, même si le Royaume-Uni n'est plus membre de l'Union européenne. Et puis sur les fonds européens, et
et probablement la faiblesse de la mobilisation d'un certain nombre de fonds européens. Vous avez évoqué l'ingénierie, c'est effectivement un paramètre fondamental, mais il y a aussi la difficulté des ressources de trésorerie nécessaires pour ouvrir des fonds européens parce que le remboursement intervient uniquement à la fin du programme. Et on a beaucoup d'acteurs sur le terrain qui ne peuvent pas y aller parce qu'ils n'ont pas la trésorerie nécessaire. Et c'est ce qui explique les dégagements d'office sur certains programmes européens qui sont trop importants encore en France. Donc il faut qu'on travaille sur la trésorerie. Et c'est peut-être ça qu'on doit essayer de travailler dans la constitution d'un budget pour que les acteurs puissent mobiliser davantage. Merci beaucoup. Merci. Bon, sur la politique agricole commune, j'ai déjà répondu, mais on est dans la même idée. Après, sur comment on doit la faire évoluer, pas forcément, mais en tout cas sur le fait de la protéger, les montants, et que c'est une bonne chose. Sur les ressources propres, on est là aussi d'accord, et je ne reviendrai pas sur ce que j'ai dit, mais quand même, il y aura un moment de vérité là-dessus, qui va arriver dans les 2 prochaines années au niveau européen, c'est-à-dire on trouvera un accord à 27 là-dessus, et ce sera une bonne nouvelle pour la construction européenne et pour ceux qui sont favorables à la construction européenne. Soit il n'y a pas d'accord, et dans ce cas-là, on ne pourra pas financer de nouvelles politiques. Ou alors, il faudra prendre sur les États membres, mais si on n'arrive pas à un accord sur les ressources propres, je ne vois pas comment on prendra davantage sur les États membres. Donc tout ça fait système. Tout ça fait système, mais ça va être un rendez-vous très important. Ensuite, sur la mobilisation des ressources, oui. Il faut qu'au niveau national, on trouve les voies et moyens de mieux aider certains opérateurs à mobiliser cet argent dans la recherche et dans l'université. Ça nous renvoie en fait à nos débats budgétaires nationaux. Là aussi, tout fait système. Merci beaucoup pour le groupe démocrate. Sabine Thier, et pour 2 minutes 30. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Le groupe démocrate votera bien sûr en faveur de l'article 40 sur le prélèvement sur recettes au profit de l'Union européenne. J'aimerais bien quand même clarifier certaines choses qu'on a entendues tout à l'heure, comme quoi l'Union européenne s'attribue de plus en plus de compétences. C'est quand même méconnaître le processus. L'Union européenne peut agir que dans le cadre des compétences des traités et de ce que les États membres ont bien voulu lui concéder, et pas en dehors. Quand il s'agit de l'empreinte, c'était une décision intergouvernementale, et il ne faut pas méconnaître là aussi que la France bénéficie de 40 milliards d'euros sur une empreinte de 750 milliards d'euros. C'est 40% de notre plan de relance qu'on peut décliner aussi au niveau territorial. Donc c'est quand même c'était un vrai saut qualitatif, et c'était la solidarité européenne au concret après notre phase Covid. Donc, par contre, il est vrai aussi, on demande de plus en plus à l'Union européenne sans lui donner les moyens. Donc ça aussi, il faudrait un jour que tous ensemble on tranche. Les défis sont de plus en plus nombreux. Il y a un exemple par l'intelligence artificielle. On a encore une chance en l'Union européenne de peut-être pas rater le train si on se met tous ensemble sur certains sujets pour limiter nos dépendances. Donc la question des nouvelles sources propres, monsieur le rapporteur, vous l'avez dit, devient vraiment cruciale, parce que si on n'y arrive pas, il faudrait augmenter la contribution des États membres, ce qui est politiquement, bien sûr, très difficile. On l'a déjà dit très souvent, je crois que c'est Alain Lamassoure qui le disait toujours, l'Union européenne, c'est un géant sur des pieds d'argile, et si ces pieds d'argile cèdent, il y a aussi nos États membres qui se trouveront dans des situations extrêmement difficiles. Et aussi, il faudrait arrêter de prendre l'Union européenne pour une espèce de tiroir-caisse, parce qu'à chaque fois, c'est ça. Je donne combien, je récupère combien. On a quand même réussi une chose depuis la Deuxième Guerre mondiale, de créer un espace de droit, et ça, c'est inestimable. Certes, il est améliorable. Certes, on fait 2 pas en avant, 1 pas en arrière. On n'a aucune référence dans l'histoire. On n'a jamais essayé de faire ce qu'on fait. Donc, c'est améliorable. Mais je crois qu'on ne peut pas se permettre de mettre ce cadre en cause. Merci. Merci beaucoup. Je n'ai pas de commentaire. Je suis d'accord avec tout ce qui a été dit. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres représentants des groupes qui ne se sont pas encore exprimés qui souhaitent prendre la parole ? Non. Avant d'en venir aux autres orateurs, je propose aux représentants de la commission qui sont en ligne avec nous de réagir s'ils le souhaitent.
Peut-être juste pour rappeler que le paquet proposé par la Commission sur les nouvelles ressources propres est très favorable à la France par rapport à une contribution équivalente calculée sur les revenus nationaux bruts. Nous estimons un gain d'environ 24%. Et je voudrais aussi souligner que la France a toujours soutenu notre paquet dans toutes les discussions au Conseil. Mais malheureusement, les ressources propres nécessitent l'unanimité et à ce moment-là, c'est impossible d'y arriver. C'est tout. Merci. Merci beaucoup. Nous en venons donc aux autres orateurs de groupe pour 1 minute, en commençant par Sylvie Josserand pour le groupe Rassemblement National. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur von Breska et Madame Messent. Elle porte sur l'union des marchés de capitaux qui a été lancée, il faut le rappeler, par Jean-Claude Juncker en 2014 et que Madame Ursula von der Leyen s'est engagée à finaliser. Pourriez-vous nous expliciter, nous dire comment cette union des marchés de capitaux s'articulera avec la dette et avec la capacité européenne à lever de nouveaux fonds? Je vous remercie. Merci beaucoup. Madame Vincent, Monsieur Van Breska. On va essayer de répondre à cette question au sens où, effectivement, l'achèvement de l'union des marchés des capitaux est une priorité pour la présidente. Et surtout, vous savez qu'elle a mis son deuxième mandat à la lumière des questions de compétitivité. Et donc, l'achèvement de l'union des marchés des capitaux est un élément essentiel à soutenir cette compétitivité. En revanche, pour l'émission de notre dette, ça facilitera, mais disons que pour l'instant, on ne dépend pas de l'achèvement de l'union des marchés des capitaux pour émettre notre dette, qui est pour l'instant d'abord limitée par définition, puisque la dette commune porte juste sur la partie des subventions de Next Generation EU et non pas sur l'ensemble du plan de relance, puisque celui-ci comportait des prêts. Et deuxièmement, l'Union est maintenant un grand émetteur au niveau international, avec donc des investisseurs qui achètent les obligations et donc qui est un émetteur bien établi auprès des marchés internationaux. Donc effectivement, l'achèvement des marchés des capitaux aidera en ce sens, on ne va pas le nier, mais pour l'instant, nous émettons notre dette comme d'autres émetteurs le font dans le cadre de l'Union européenne. Ouais, même si la question ne m'était pas directement adressée, mais j'ai peut-être aussi envie de répondre. En fait, les sujets ne sont pas liés. L'union des marchés de capitaux, pour simplifier, c'est un sujet d'harmonisation des réglementations qui concernent les marchés et les différents acteurs de marché. En fait, tout ça est très fragmenté. Et ce n'est pas très logique avec le fait que nous avons un marché unique, que nous avons une monnaie commune dans la grande majorité des États membres, mais on a des marchés financiers qui sont encore très fragmentés. Donc en fait, l'idée, c'est de faire converger toute cette réglementation, et c'est très difficile. Mais à long terme, ça ne peut que aider en réalité l'Union, si d'aventure il devait y avoir un nouvel emprunt ou deux nouveaux emprunts communs un jour, voilà, parce que ça ne fera que renforcer l'union économique et monétaire, tout simplement. Merci beaucoup. La parole est à Marietta Karamanli pour le groupe socialiste et apparenté, et pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Merci, Monsieur le rapporteur, et les différents intervenants. Je reviens peut-être sur deux sujets. D'abord, concernant la question des risques budgétaires, j'ai vu que la Cour européenne, il y a 6 jours, qui a pointé quelques risques. Alors, je le relève, c'est le niveau de la dette de l'Union européenne, la question de la guerre russe en Ukraine et l'inflation qui a été élevée, qui font peser donc des risques croissants sur le prochain budget européen pluriannuel. Donc,
Selon la Banque mondiale, un choc pétrolier majeur, celui donc qui m'amène à une escalade du conflit en cours de Moyen-Orient, pourrait aussi entraîner des marchés mondiaux des matières premières en terrain inconnu. Donc, quelle est l'appréhension faite de ce risque pour le budget européen et sur les prélèvements nationaux? Et puis, une deuxième question, c'est sur les recettes. Et quelles politiques européennes, justement, en termes de ressources propres, sont actuellement portées? L'UE et le gouvernement français entendent s'appuyer, justement, sur le plus de justice fiscale pour demander que l'Europe prépare l'avenir, et notamment la transition énergétique et la décarbonation. Alors, quelle est votre analyse et quelles sont les propositions qui sont faites? Merci. C'est 1 minute, 2 minutes, je vais être rapide. Sur les risques, oui, les risques qui ont été mis en avant par la Cour des comptes européenne, je crois que c'est cette cour-là à laquelle vous faisiez référence, ils sont connus, c'est bien qu'ils soient dit, mais d'une certaine façon, nous sommes aussi très protégés par notre monnaie et notre marché unique. Donc c'est quasiment dire, je ne sais pas si c'est l'assurance vie, mais en tout cas, c'est vraiment une protection, un bouclier très très fort que nous avons. Et plus nous sommes économiquement unis, plus nous sommes forts et donc plus nous pouvons faire face à ces risques éventuels. Mais je n'ai pas trop de doute sur le fait que nous arriverons à rembourser cet emprunt de 750 milliards. Ça mettra beaucoup de temps, mais on y arrivera. Les choses ont été bien faites. Sur les ressources propres, le gouvernement français soutient très fortement l'introduction de nouvelles ressources propres. J'en ai listé plusieurs. Elles sont dans le rapport, j'ai dit tout à l'heure, à l'oral. Et elles tournent quand même globalement soit autour de thématiques écologiques ou de justice sur la fiscalité des très grands groupes. Ça, c'est l'accord OCDE, enfin un pilier qui n'existe pas toujours, pas encore vraiment. Merci beaucoup. La parole est à Frédéric Petit pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais d'abord revenir sur du vocabulaire. On ne peut pas, quand on est ici, dire que la Commission ment. Vous avez dit qu'elle mentait. L'impérialisme, c'est le contraire de l'Union européenne. Nous sommes en face de citoyens, il faut utiliser des mots qui veulent dire quelque chose. Et ici, nous sommes au pouvoir. Dire que c'est impérialiste alors que nous sommes en train de débattre, c'est ne pas faire comprendre, ne pas permettre à nos citoyens de comprendre ce que nous faisons ici. Donc je tiens vraiment à dire ça. 2 petites remarques. Une remarque et une question. Les opérateurs universitaires français qui marchent très bien dans ce domaine-là, c'est les centres français à l'étranger, qui sont très très forts sur ce genre de choses, le CEFRES à Prague, Marc Bloch, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose à faire dans cette compétence que vous appelez, dans l'élargissement de cette compétence qui est parfois un peu oubliée en France. Je voudrais une question pour nos intervenants de Bruxelles. Au-delà du marché des capitaux, compétitivité, qu'est-ce qu'il va y avoir dans ces nouvelles conditions budgétaires? Qu'est-ce qu'il va y avoir pour la compétitivité qui semble être une priorité mais qu'on a du mal à cerner aujourd'hui? Merci beaucoup. Sur la question 1, d'accord avec vous, Frédéric Petit. Et par ailleurs, il nous a été dit hier, ce que j'ai auditionné le SGAE, qu'ils ont mis en place en fait depuis 1 an. Donc c'est récent. Il y a une cellule qui s'est montée au SGAE pour aider les opérateurs à aller chercher des financements. Donc la remarque que vous faites, j'imagine qu'il y avoir quelqu'un du SGAE qui nous écoute là, ils vont la noter. Mais il y a une montée en puissance de l'État, peut-être un peu tardive, mais en tout cas, ça se passe au SGAE. Merci beaucoup, Monsieur Van Bresca. Madame Minsan, est-ce que vous voulez répondre? Oui. Pour l'instant, comme j'ai mentionné, la compétitivité, donc ce sera un élément très fort dans le 2e mandat de la présidente. Pour l'instant, ça nous est difficile de donner des détails sur ce qu'il sera fait. Vous savez que nous préparons la prochaine commission. Les nouveaux commissaires seront bientôt auditionnés au Parlement européen. Et la Commission aussi fera une proposition sur le prochain cadre financier pluriannuel l'année prochaine, en 2025. Et bien évidemment, ces questions seront traitées de façon adéquate. Mais pour l'instant, c'est un peu trop tôt pour nous de partager avec vous ce qui pourra être proposé. Merci. La parole est à Monsieur Biteau pour le groupe écologiste et pour 1 minute. Merci Monsieur le Président. Je vais revenir sur mon tropisme préféré, l'agriculture, et faire le lien avec les ressources propres.
Je vous disais tout à l'heure que si on avait des ressources propres, on pourrait sortir du « I want my money back » de Madame Thatcher. Et c'est typiquement le cas sur le sujet agricole. C'est-à-dire qu'on a laissé passer une politique autour du carbone, qui est le carbon farming, qui a consisté à une logique de financiarisation du carbone vers l'agriculture et qui fait que c'est devenu un marché privé. Sauf que le carbon farming, en termes de ressources propres potentielles pour l'Union européenne, c'est 120% de la PAC. C'est-à-dire que si on avait internalisé le carbon farming, on aurait de quoi financer la PAC plus 20%. Et on sait que le sujet agricole est absolument central. Et donc, moi, je regrette qu'on n'ait pas saisi cette opportunité pour constituer des ressources propres. Et puis, une dernière remarque, on parle beaucoup de la crise agricole en ce moment. Il faut savoir que via la PAC, on constitue, nous, les agriculteurs, quand on reçoit la PAC, une réserve de crise pour faire face à la crise quand elle se présente. Eh bien, je demande, et là, c'est une question, est-ce qu'enfin, on va pouvoir mobiliser cette réserve de crise qu'on a toujours refusé de mobiliser malgré les crises successives ces dernières années? Merci beaucoup. Cette question s'adresse plutôt à nos intervenants de Bruxelles. Oui, alors là, nous devons dire que nous ne savons pas ce qu'il en est pour la mobilisation de la réserve. Et pour les ressources propres, ce que vous mentionnez, monsieur, nous en prenons bonne note, puisque nous relevons toujours les idées qui sont présentées en dehors de notre cadre de réflexion. Merci beaucoup. J'ai encore chers collègues, allez-y, vous voulez répondre? Oui, non, mais juste préciser, comme ça je réponds aussi à Marietta Karamanli, parce que je n'ai pas assez le temps, que dans les 4 ressources propres qui sont envisagées, en fait, il y en a 2 qui seraient d'origine, on va dire, écologique, on peut le dire rapidement, puisqu'il y en a une idée, ça serait de prendre 75% des revenus générés par le mécanisme d'ajustement carbone aux frontières. Deuxième idée, 30% des recettes qui viennent des systèmes d'échange de quotas d'émissions. Donc en tout cas, la moitié des propositions sur la table, elles ont une vertu écologique. Merci beaucoup. Il reste donc 4 demandes de prise de parole. Je vais commencer par un député européen, Julien Sanchez, pour le Rassemblement national. Pour 1 minute. Oui, très bien. Bonjour à tous. Donc, simplement, en entendant certains orateurs, j'avais l'impression d'entendre parler un peu d'une religion d'État, c'est-à-dire que tout est irréprochable, non critiquable, et ça me pose problème sur le principe. Je pense qu'avant de s'intéresser à de nouvelles ressources, il faut s'intéresser aux dépenses d'aujourd'hui. Est-ce qu'elles sont fondées? Est-ce qu'elles sont correctement effectuées? Et la moindre des choses, c'est de lire les rapports de la Cour des comptes européenne, que ce soit sur Next Generation, où on nous dit que 50% seulement donc des fonds ont atteint leurs bénéficiaires finaux à ce jour, que ce soit sur le fonds Afrique, où on offre des robots électroménagers dans des écoles qui n'ont pas l'électricité. Il faut quand même avoir une exigence et un devoir de contrôle quand on est contributeur net en particulier. Donc ma question s'adresse un petit peu aux membres de cette Assemblée. Quel est selon vous le devoir de contrôle que vous avez de ces dépenses ? Parce que vous êtes aussi élu français. Nous le faisons au niveau du Parlement européen, mais je pense qu'il est important d'être exigeant aussi à l'Assemblée nationale sur ces dépenses. C'est de l'argent public. Merci. Rien que le fait que vous mentionniez un rapport de la Cour des comptes montre qu'il y a bien des mécanismes de contrôle qui existent au sein de l'Union européenne. D'ailleurs, c'est très vertueux. Et je pense que le Parlement européen fait son travail de contrôle parlementaire, que le Conseil le fait aussi, que la Commission également fait elle-même des points d'étape. Et puis, il existe différentes structures dans les différents parlements des États membres qui nous permettent de discuter, de travailler d'Europe, dont la Commission des affaires européennes. Sur le plan de relance, vous avez raison, d'ailleurs je l'ai dit aussi, mais simplement dire qu'on a été vraiment les meilleurs en France, donc c'est un peu un miroir déformant, qu'il y a beaucoup d'États en fait où ça a mis beaucoup plus de temps, les projets arrivent plus tard, donc il faudra voir en fin de compte quand l'ensemble des budgets seront décaissés, auront été sollicités par les différents États membres. Merci beaucoup. Constance Le Grip, pour 1 minute. Oui, merci Monsieur le Président. Je veux simplement évoquer ici à ce stade le récent rapport de Mario Draghi sur la compétitivité qui évalue de manière extraordinairement ample à 750 à 800 milliards d'euros annuels supplémentaires pour l'Union européenne les besoins de financement, alors aussi bien public que privé bien sûr, pour faire face à l'ampleur du défi du décrochage
potentiel de l'Union européenne par rapport aux États-Unis et à la Chine. Alors, c'est plus une question qui ouvre un débat politique, mais alors privé et public, mais pour la part publique de ces financements. Est-ce que le fait d'avoir un chiffre aussi important lancé dans le débat européen pour le cadre financier pluriannuel à venir et la réflexion sur les nouvelles ressources propres, etc., est de nature à obérer la réflexion, à la rendre plus pesante, plus difficile, plus anxiogène, ou au contraire à stimuler et à faire prendre conscience que le moment est vraiment venu de basculer dans quelque chose de beaucoup plus ample, je dirais, pour faire face, encore une fois, à la perte de compétitivité de l'Union. La question, c'est la réflexion par rapport au rapport Draghi ou par rapport aux nouvelles ressources propres. Les deux, voilà. Les deux, en fait, sont liés. Enfin, en fait, c'est le débat fondamental de toute la construction européenne et qu'on va retrouver encore sur les ressources propres. C'est-à-dire ceux qui veulent une construction européenne considèrent qu'à un moment, il faut des politiques qui montent en puissance, donc il faut plus d'argent, donc il faut financer. Et pour pas trop prendre sur les États membres, il faut trouver de nouvelles ressources. Et Mario Draghi est un pro-européen, et c'est quelqu'un qui veut que l'Union européenne pèse sur la scène européenne. Je ne suis pas son porte-parole, mais je le lis un peu, donc je pense qu'il pense ça. Et puis de l'autre côté, les groupes, les États, les partis qui sont pas très qui sont moyennement pro-européens ou alors qui sont vraiment opposés à la construction européenne, bien entendu, ils voient très bien que le sujet sur les ressources propres est une question hautement politique et donc qu'on trouve tous les moyens pour ne pas avancer sur ce thème. Mais encore une fois, ça sera un accord entre les États membres à la fin qui décidera. Donc, comme toujours dans la construction européenne, ce sera une négociation. Merci beaucoup. Il me reste 2 orateurs, Marietta Karamanli pour 1 minute et ensuite Sabine Thier pour 1 minute. Oui, merci, Monsieur le Président. Merci pour les réponses, effectivement, sur les ressources propres. Je voulais juste peut-être profiter de la présence aussi des responsables européens pour poser la question. En fait, toujours sur les ressources propres, les études aujourd'hui montrent qu'on a un problème de régressivité, finalement, de l'impôt au sommet de la distribution. Et d'ailleurs, l'Observatoire européen de la fiscalité, de la taxation, a montré que la taxation de 499 milliardaires européens pourrait rapporter un taux à 2% à finalement 42 milliards de dollars, c'est-à-dire 40 milliards d'euros. Est-ce que cette piste-là, elle est étudiée sérieusement au niveau européen? Et bien sûr, je connais la difficulté avec les différents États, mais est-ce que c'est une piste sérieuse qui est prise vraiment en compte sérieusement? Parce que c'est une question aussi, le budget aujourd'hui, des recettes nouvelles, au-delà des dépenses à contrôler, à mieux contrôler. Moi, ce que je sais, mais la Commission pourra compléter, c'est que là, les réflexions sérieuses sur les nouvelles ressources propres, elles sont plutôt sur les entreprises. Voilà, c'est les 2 autres options de ressources propres et qui sont en grande partie liées au travail très compliqué, très long de l'OCDE là-dessus. Vous, c'était plus sur les particuliers. Voilà. Donc aujourd'hui, c'est pas des bases de travail, tangibles. Ensuite, il y a dans certains États membres, des gens pensent qu'à terme, il faudrait arriver, je crois même que Bruno Le Maire a dû le dire à la Commission des finances lors de sa dernière audition, voilà, c'est que ça, si on va vers une imposition des personnes très, 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 très riches, voilà, en réalité, il faut faire ça à minima au niveau européen pour que ça ne crée pas de concurrence au sein du marché intérieur. Mais ça, ce sont des réflexions, on va dire quand même traditionnellement, qui viennent plus des pays du Sud, donc aussi de la France. Plus compliqué dans d'autres États membres. Merci beaucoup. Sabine Thier. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse surtout aux représentants de la Commission. Vous l'avez dit tout à l'heure, le paquet ressources propres est un peu à l'arrêt depuis 2023. La Hongrie n'a pas souhaité poursuivre le débat. On ne sait pas s'il sera poursuivi comme il faudrait par la Pologne. Est-ce qu'il n'y a pas des petites inquiétudes quand même à avoir sur le remboursement de la dette en 2028? Ça va représenter quand même 15 milliards d'euros annuels. Pour l'instant, on n'a pas de trajectoire sûre et on voit bien même dans nos discussions internes ici, pas d'augmentation de la contribution, les ressources propres sont négociées. J'ai presque envie de dire, est-ce qu'il y a un plan B? Merci. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole à Bruxelles.
on n'a pas de plan B. Il y a une chose qui est importante de rappeler, c'est que l'Union devra rembourser. C'est dans la législation, la décision ressources propres, qui a été ratifiée par les 27 pays, y compris les parlements nationaux. Et ce remboursement prendra fin en 2058. Et c'est une obligation légale, juridique. Donc, pour ça, si je puis dire, on n'est pas inquiet au sens où l'Union devra faire. Maintenant, toute cette discussion d'aujourd'hui pose très bien le dilemme auquel nous faisons face. Si nous n'avons pas ces nouvelles ressources propres, on devra soit songer à couper les programmes européens ou bien à augmenter les contributions nationales. Donc, on s'oriente effectivement vers des débats très difficile dans le cadre du prochain cadre financier pluriannuel. C'était aussi la raison pour laquelle la Commission avait anticipé ses propositions en 2023 afin de pouvoir, si je puis dire, se débarrasser de ces questions avant les discussions du prochain cadre pluriannuel. Parce qu'effectivement, vous l'avez tous dit, il y a des enjeux importants qui se posent. Et la question du remboursement et des ressources propres pourraient faire partie de ces discussions et vont certainement les polluer. Parce que vous avez dit, Madame, 15 milliards, c'est vrai pour le remboursement du capital, mais nous devons ajouter aussi les intérêts qui font que le remboursement de la dette, en réalité, sera aux alentours de 25 milliards. Tout dépendra aussi du niveau des taux d'intérêt. Donc, ça n'est pas négligeable. On est conscient. Nous allons faire tout notre possible pour soutenir les discussions, comme je l'ai dit au départ. Et notre présidente aussi a mentionné ça dans la lettre de mission pour notre nouveau commissaire, de trouver des nouvelles sources de financement et aussi de moderniser le côté recette du budget. Donc, nous avons un programme assez ambitieux et nous espérons, oui, qu'il y aura quelque part un débat qui débouchera sur un accord. Merci beaucoup. J'ai une dernière question de Fabrice Légéry du Parlement européen. Pour 1 minute. Merci, Monsieur le Président. Le Fonds fiduciaire d'urgence pour l'Afrique de l'Union européenne a été créé pour, je cite, « s'attaquer aux causes profondes de l'instabilité, des déplacements forcés et de la migration irrégulière et pour contribuer à une meilleure gestion des migrations ». Or, dans un rapport spécial, la Cour des comptes européenne a dénoncé au mois de septembre dernier des dérives dans l'utilisation de ce fonds à hauteur de 5 milliards d'euros, notamment le fait que les aides ne sont pas suffisamment ciblées, le fait que ce ne sont pas nécessairement les projets les plus prioritaires qui ont été financés, et de manière générale, il y a aussi une liste de gabegies qui ont été citées par le rapport. Donc j'ai 2 questions. Première question à Monsieur le rapporteur dans cette commission. Quelles sont vos recommandations faites à l'Assemblée nationale pour se positionner par rapport à cette situation en réponse au rapport de la Cour des comptes européenne? Et une deuxième question aux représentants de la Commission européenne. Comment la Commission européenne elle-même va-t-elle s'organiser pour mieux gérer ce fonds? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Qui souhaite répondre? J'ai la question numéro 1. Je répondrai rapidement. Enfin, ce n'est pas quelque chose qu'on a approfondi dans le cadre de ce rapport qui est ciblé sur le PSR de l'année 2025. Je ne suis pas certain d'ailleurs que ça soit des difficultés exclusivement pour l'aide apportée à l'Afrique qui proviennent de l'Union européenne. Je pense que c'est plus global de l'aide publique au développement qui vient des pays européens ou occidentaux. Que bon, la France étant un acteur historique, je pense qu'on a certainement aussi de l'expertise à faire valoir. Mais vu que là, on est sur de l'argent qui transite quand même par l'Union, ce serait d'abord bien que les institutions européennes, enfin le Parlement, se saisissent de ce sujet, approfondissent, voient des choses à améliorer, formulent des recommandations. Voilà. Merci, mesdames et messieurs de la Commission. Madame Vincent. Oui. Ce qu'on peut dire, c'est que bon, à la DG Budget, nous ne connaissons pas les détails, mais en général, nous avons une tolérance zéro pour tout ce qui est fraude et nous avons des systèmes d'audit et contrôle assez développés.
Cela dit, personne n'est infaillible. La Cour des comptes nous audite, effectivement. Ça fait partie du processus démocratique et nous sommes redevables envers la Cour des comptes aussi dans le contexte de la décharge donnée par le Parlement européen. De façon générale, nous prenons toujours très au sérieux les recommandations de la Cour des comptes, et j'imagine que la Commission aussi a donné des réponses aux recommandations de la Cour des comptes en disant comment elle allait prendre en compte ces recommandations. Donc, ce que je peux dire, c'est que de façon générale, nous sommes soumis à des contraintes très fortes, tant au niveau des dépenses, mais aussi au niveau des recettes. Nous ne l'avons pas abordé, mais les recettes aussi sont contrôlées de façon très étroite par la DG Budget. Et nous sommes audités aussi, de ce point de vue-là, par la Cour des comptes. Donc, voilà, nous sommes conscients. Comme je dis, je ne vais pas donner aussi un discours bureaucratique comme quoi tout est parfait. Non, il y a des choses à améliorer. Et de façon générale, nous prenons les mesures de façon à améliorer ce que la Cour des comptes nous demande ou suggère d'améliorer. Bien, merci beaucoup, Madame Vincent. Merci aussi, Monsieur Van Bectra, pour vos réponses depuis Bruxelles. Je remercie le collègue Sensul pour son travail. Et je remercie les collègues du Parlement européen qui ont fait le déplacement, vous toutes et tous, de tous les groupes qui avaient participé. Je crois que vous vouliez ajouter un mot, brièvement. Oui, simplement, je voulais remercier les collègues pour la qualité des questions. En plus, c'est la seule commission où on a le droit de poser 2 fois des questions, donc on peut toujours en profiter. Rappeler à nos collègues que le débat a lieu le 25 octobre, vendredi en séance. Et puis, je voulais aussi remercier Marie Sergent pour son aide, nouvelle administratrice. Pour son aide dans le rapport, parce qu'on a dû faire ça sur des délais très contraints. Donc, merci beaucoup à tous les deux, merci pour votre travail. Et il me reste à nommer des rapporteurs. Donc je voudrais nommer d'abord Marietta Karamanli et plusieurs de ses collègues sur une proposition de résolution européenne relative à la lutte contre les addictions numériques chez les enfants, et une autre de Dominique Potier relative à l'adoption et à la mise en œuvre d'exigences à l'importation pour le respect des normes de production équivalentes aux normes de production essentielles en matière de santé, d'environnement, de biodiversité et de bien-être animal applicables dans l'Union européenne. Donc je propose de nommer Marietta Karamanli et Dominique Potier rapporteurs conformément à la décision du bureau qui est de nommer les rapporteurs, les auteurs de propositions de résolution européenne, et j'en profite pour encourager les membres de cette commission à en déposer, de sorte à ce que nous puissions les examiner et en débattre ensuite. Donc il en était ainsi décidé s'il n'y a pas d'objection particulière. Et prochaine réunion, c'est mardi 22 octobre à 17h, sera l'audition de Benjamin Haddad, qui est le ministre délégué auprès du Premier ministre et du ministre de l'Europe et des Affaires étrangères. Je vois Sabine Thier lever la main. Merci, Monsieur le Président. Quant aux résolutions, on en adopte beaucoup maintenant. Est-ce qu'on peut parfois avoir un petit retour de ce que nous répondent les institutions européennes par rapport à ces résolutions, ou même nos gouvernements? Ça ne serait pas inintéressant. On voulait, dans la législature passée, on devait organiser avant la dissolution une réunion de suivi avec le ministre, puisque vous savez que toutes les résolutions, une fois adoptées, sont envoyées à la Commission européenne et auprès des ministères concernés en France. Donc on voulait faire une réunion avec le ministre des Affaires européennes. La dissolution nous en a empêché, mais ce sera évidemment l'objet d'une réunion de commission. Et les réponses des commissions des institutions européennes sont en ligne sur le site. Voilà. Merci beaucoup, à la semaine prochaine.